3, 2, 1. Here we go! Messieurs, dames, merci d'être toujours avec nous sur ce forum de l'eau. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît, à nous rejoindre pour ce deuxième temps de la matinée. Nous allons parler de la réutilisation des eaux usées traitées, ce terme qu'on entend beaucoup et partout. Je vous invite à vous installer. Je sais que c'est dur de faire une pause courte, mais nous sommes contraints par la suite. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, en France, seul 1% des eaux usées traitées et réutilisées, quand d'autres pays ont largement développé la pratique. Il y a sans aucun doute des perspectives de développement, d'autant plus que le gouvernement, dans son plan eau national, a fixé un objectif ambitieux de développer 1000 projets de valorisation des eaux non conventionnelles d'ici 2027. Donc il y a des projets qui se construisent, mais la réhute n'est pas et ne peut pas être un Eldorado, une solution miracle. C'est un message qui sera largement divulgué tout à l'heure. Et le sujet mérite que l'on prenne le temps. Ces projets doivent être tout particulièrement bien étudiés en amont, on va le voir, avec des témoignages, des retours d'expérience. Et qui plus est, le contexte de chaque région doit bien évidemment être pris en compte dans ce sujet. Je vous signale, comme tout à l'heure, que nous aurons 2 temps d'échange avec le public. Vous pourrez poser vos questions. J'espère surtout que nous aurons le temps. N'hésitez pas à noter des points. Je vous signalerai pour qu'on puisse prendre le temps dans la matinée. Alors, dans un premier temps, nous allons accueillir sur scène Barbara Hovs, chef de projet gestion intégrée de la ressource en eau. Merci d'être avec nous. Et Jean-Marc Philippe, directeur commercial et innovation, tous les deux au sein de la société Canal de Provence, SCP, qu'on a déjà plusieurs fois cité ce matin. Merci d'être avec nous. Installez-vous comme vous le souhaitez. Alors, vous allez nous parler tous les deux d'un travail, d'une étude qui est en cours à l'échelle régionale sur les potentialités de développement de la réhute. C'est une étude qui est menée conjointement par la SCP et Aix-Marseille Université. Je signale d'ailleurs que Nicolas Roche de l'université vous accompagne dans ce travail et il est présent dans la salle. Alors, sur scène. Alors, bon, vous savez qu'on va vous embêter avec les temps de parole, mais vous serez là pour le temps de questions tout à l'heure, s'il y en a. Alors, de quoi s'agit-il, cette étude, Monsieur Philippe? Présentez-nous la chose. Le micro va être augmenté, vous inquiétez pas, ils vont s'occuper. Vous m'entendez? On vous entend très bien, merci. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir invités. Alors, quelques mots de contexte pour vous expliquer pourquoi on a travaillé sur ce sujet et pourquoi nous. Alors d'abord, revenez une année en arrière, fin 2022, le plan Or-Bleu n'était pas présenté par l'exécutif régional. On ne parlait pas vraiment de réutilisation des eaux usées. Et puis il y a eu évidemment les épisodes de 2022, des prises de conscience, et puis une intervention également forte du président Renaud Muselier lors du Salon international de l'agriculture début 2023, qui a planté le décor et qui a mis des ambitions pour la région, qui a servi de catalyseur. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il nous a semblé important finalement de mettre en avant les expérimentations portées par les communes, les EPCI avec leurs opérateurs, les expérimentations de réutilisation d'eau usée qui existent en région mais qui n'étaient pas forcément connues de tout le monde. Donc il nous a semblé important de faire ce travail d'état des lieux, de faire se parler les projets entre eux. Barbara va le détailler juste après. Pourquoi? Pour permettre d'accélérer ces actions-là. Et alors, vous allez vous dire, mais pourquoi le canal de Provence et pourquoi AMU? Parce que côté Société du canal de Provence, de par notre rôle d'opérateur hydraulique de la région et puis d'accompagnateur des territoires, nous sommes aussi au cœur de ces sujets. Comment on travaille sur la sobriété, sur l'économie, l'efficience des réseaux hydrauliques, mais également la recherche de ressources alternatives. Donc avec plusieurs d'entre vous, nous travaillons sur ces sujets. Et puis on a également une ouverture sur les pays de la rive sud de la Méditerranée, sur lesquels ces sujets sont plutôt en avance. Et nous accompagnons notamment des maîtres d'ouvrage tunisiens sur ce sujet. Et pourquoi AMU? C'est une évidence, parce qu'il nous faut cette excellence académique. Et puis, alors je vais le flatter, mais il n'a pas le droit de parler, donc tu ne pourras pas répondre. Mais Nicolas, évidemment, vous le savez, a une expertise toute particulière sur ces sujets.
Donc voilà pourquoi nous sommes devant vous et pourquoi nous allons essayer de vous intéresser, de vous passionner sur ce sujet grâce à Barbara. Merci beaucoup. Donc, vous allez rentrer dans le détail de cette étude. Exactement. Donc, avec Nicolas Roche, nous pilotons donc, cette étude sur 2 ans. Et cette étude, donc, elle est là parce qu'il y a des défis à relever. Et ces défis sont à de multiples niveaux. J'avais envie de commencer par le sanitaire. Alors évidemment, on parle du sanitaire, on parle de lien avec les eaux brutes, on parle de la qualité des eaux traitées évidemment, et surtout de la gestion du risque sanitaire. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, parce qu'effectivement on n'a que quelques minutes. Il y a évidemment le lien avec tout ce qui est environnemental. On ne peut pas faire de la réhute sans regarder l'impact sur le milieu aquatique, avec et sans ces projets de réhute, sur les sols, sur les cultures aussi. Au niveau social, les questions se posent sur le cadrage institutionnel, sur l'organisation qu'il y a à avoir locale, parfois au cas par cas, et puis un grand sujet sur l'acceptabilité sociale, bien que cet élément-là a fortement évolué ces 2 dernières années. Ensuite, il y a bien évidemment un aspect économique à ne pas négliger. Il y a les questions d'investissement, les impacts sur les filières de commercialisation et bien évidemment, mais comme tout projet qui se lance, il faut qu'il y ait une rentabilité économique. Sinon, ce n'est pas possible de faire ces projets et que ce soit durable dans le temps. Au niveau réglementaire, alors en France, il y a évidemment un fort cadre réglementaire et qui est en train d'évoluer. Évidemment, en ce moment, il y a beaucoup d'évolutions. Il y a donc, on ne peut pas faire de la réhute sans autorisation. Donc, il y a bien tout un montage de dossiers réglementaires et notamment du suivi sanitaire. Et enfin, des défis à relever d'un point de vue technique sur les traitements de l'eau, bien évidemment, des eaux usées à traiter, mais aussi sur les questions de leur transport jusqu'aux usages et le stockage entre la production de ces eaux usées traitées et l'usage qui pourra être fait dans les environs. Il y a donc évidemment des spécificités au niveau de la région sud, avec un certain nombre, par exemple, de réseaux d'eau brute, aussi un littoral avec une concentration de la population et donc des stations d'épuration sur le littoral. Donc voilà, il y a des spécificités qu'on regarde bien évidemment à travers cette étude. Ainsi, donc la démarche, alors vous avez vu, il y avait un grand titre, donc on l'a réduit à Réhute au Sud pour aller plus vite. Donc sur 2 ans, avec une première grande partie sur réaliser un état des lieux et du potentiel de la réutilisation des eaux usées sur le territoire, donc à l'échelle de la région Sud. On va constituer, donc on est en train, on a commencé cet été, on est en train de constituer une base de données, des ressources, des usages et des projets du territoire, donc les projets opérationnels, ceux en cours et puis ceux à venir, parce que c'est ce qu'on essaye d'aller chercher aussi, ce sont ces projets qui sont en réflexion et de donner donc, les outils pour qu'ils puissent émerger. Donc on va insister sur le fait que cette étude, à travers cette étude, on essaye de mettre en place un réseau, de faire communiquer toutes les parties prenantes de ces projets. On va notamment donc, créer monter et animer donc, des Living Labs, 3 Living Labs sur les thématiques restant encore à déterminer, donc à l'issue de cette première phase d'études, pour faire communiquer l'ensemble des acteurs et lever des verrous, en fait, faire sauter les freins qui doit y avoir, puisque effectivement il y a donc peu de projets de réutilisation des eaux usées au niveau national et sur le territoire de la région sud aussi. Donc il s'agit en fait d'appuyer et d'accompagner les porteurs de projets dans le sens où on veut donner des outils, on veut donner du retour d'expérience, on veut faire communiquer tous les acteurs pour que, in fine, on contribue à l'émergence de la réhute en région sud. Alors, quelques premiers petits chiffres, puisque l'étude est en cours. Donc, les résultats, par exemple, sur l'état des lieux, l'état de l'art, donc on les fournira pour le printemps 2024. Mais en tout cas, voici une première photo en fait, des gisements. Donc, les gisements, ce sont les eaux usées traitées, issues donc, des stations d'épuration sur le territoire. Et donc, voilà une organisation
des steps en fonction de leur taille, leur capacité. Donc là, ce sont 700 steps, les 700 steps qui sont de plus de 200 équivalents habitants. Et cela signifie donc 380 millions de mètres cubes environ par an d'eau usée traitée qui sont rejetées. Et il se trouve, donc ça c'est la spécificité de notre territoire, c'est qu'il y a donc ce littoral et on peut considérer que la moitié des volumes qui sont rejetés viennent en fait des 10 steppes les plus, de plus forte capacité qui sont donc situées sur le littoral, c'est-à-dire avec un rejet directement en mer. Donc on voit qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et enfin, donc, cette dernière diapo pour présenter les projets donc, qui sont opérationnels ou en cours, donc, c'est-à-dire en cours d'instruction et très bientôt opérationnels au niveau de la région. Donc on a le projet d'irrigation à Porquerolles, des usages urbains à Cavalère, on a de l'arrosage de golf, notamment à Sainte-Maxime, et à Aguet, qui est donc plus récent. Vous allez voir donc, tout à l'heure certains de ces... on va voir ces exemples. Voilà, de ces exemples. Il y a aussi donc, des villes comme Cannes et Antibes qui font donc, du nettoyage de voiries, de l'arrosage de golf, d'espaces verts et de l'hydrocurage. Et donc, on peut voir donc en cours d'instruction, par exemple pour Cannes, qui étend les usages de cette eau au stade, arrosage de stade et à l'arrosage d'espaces verts. On a Nice aussi, qui est donc en voie pour des usages urbains et d'autres donc, éléments aussi, comme un projet en expérimentation. L'ASCP est acteur à Mossane-les-Alpes pour de l'irrigation. Et puis, il y a aussi, en cours d'instruction, un projet d'arrosage de golf vers Istres. Donc, ceci pour vous montrer. Donc, aujourd'hui, de ce qui est vraiment opérationnel, les voici devant vous. Et parfois avec de l'expérience, on va le voir tout à l'heure. Et ces volumes, donc actuels ou en cours d'instruction, c'est environ 1 million de mètres cubes. Donc, si on fait le calcul, on est donc bien à moins de 1% de ces volumes rejetés qui sont réutilisés. Et d'où cette étude pour donner les clés, faire lever les freins et mettre tous les acteurs au travail ensemble pour que les projets de réutilisation usée qui sont pertinents, qui sont faisables, puissent se faire. Merci beaucoup. Rapidement, voilà une dernière phrase. Et vraiment en conclusion, mais pour faire le lien avec les 2 tables rondes qui vont suivre, ce travail s'inscrit en un accompagnement d'une démarche lancée par la région, avec notamment les services de l'État et les opérateurs, suite aux assises régionales de l'eau, vous vous en souvenez, en juin dernier. Donc un travail entre maîtres d'ouvrage qui est en train de se construire pour accélérer les projets. Et puis évidemment en lien, et là c'est le clin d'œil à la 2e table ronde avec les opérateurs, les communes, les EPCI qui portent des projets. Vous le voyez, il y a des territoires sur lesquels les projets ne sont peut-être pas encore en émergence ou sont en début de maturation. Ben, n'hésitez pas également à rentrer en contact avec les équipes d'AMU et puis de la SCP pour que nous puissions mettre en avant ces projets et les faire rentrer dans les Living Labs. Merci beaucoup. Et je crois que vos coordonnées s'afficheront tout à l'heure. On vous libère pour pouvoir faire la suite. Merci quand même, Nicolas Roche. Mais ne partez pas, parce qu'il y aura peut-être des questions tout à l'heure. Merci à tous les 3. Donc voilà, vos coordonnées s'affichent. Après ce constat des potentialités, qu'est-ce qu'il est possible d'envisager concrètement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Les partenaires institutionnels vont nous livrer leur position. Donc nous accueillons à nouveau Marie-Françoise Bazerque, directrice régionale adjointe de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rejoignez-nous. Annick Mièvre, directrice de la délégation de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse à l'Agence de l'eau. Bénédicte Martin, qui est toujours avec nous en visio, de la région, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Pierre Bouteau, chef de service eau, agriculture, forêt et espaces naturels de la DDTM 06, qui arrive, donc la direction départementale des territoires de la mer. On va faire un tour de table. On commence avec vous, Marie-Françoise Bazerque. Quelle est la position de l'Adréal sur le sujet de la REUT? Bon, alors il y a plusieurs choses à dire sur le sujet. Donc, effectivement, c'est une possibilité offerte pour avoir une utilisation d'eau qui va être plus rationnelle. Mais comme ça a été dit à plusieurs reprises aussi, il ne faut pas que l'on considère que ce genre de pratique, c'est l'alpha et l'oméga,
et qui va nous permettre de résoudre l'ensemble des problématiques. Alors après, chaque effort qui peut être fait sur les différents sujets, c'est toujours entre guillemets bon à prendre, si vous me permettez que je le dise comme ça. Mais il faut qu'on ait quand même un peu cette vision qui est un peu plus globale. Alors, les débats qu'il y a eu jusqu'à présent, ça me fait, notamment avec le tourisme, ça me fait penser que, bon, certes, il y a des choses vertueuses qui sont proposées, mais très honnêtement, c'est pas à la hauteur de ce qui nous attend dans les années à venir pour arriver à gérer effectivement cette problématique du manque d'eau. Parce que de l'eau, on peut l'utiliser, on peut l'économiser, encore faut-il qu'elle soit là. Donc, je pense que là, il faut qu'on ait tous conscience dans notre tête que les petits efforts qu'on fait, qui sont très louables, encore une fois, je ne mésestime pas les efforts qui sont faits, mais il faut qu'on ait cette sobriété, cette économie d'eau, et aussi qu'on le contrôle. Parce qu'on a souvent aussi des critiques sur le fait que, bon, ok, on demande à réduire, on demande un certain nombre de choses, et puis après, personne ne contrôle. Alors, le personne ne contrôle, ce n'est pas que l'État qui contrôle. Il y a aussi les collectivités qui sont responsables, les maires des communes, etc. Et donc, quand on est en période compliquée, il faut aller voir M. Pierre-Paul Oujac qui, finalement, ne respecte pas trop ce qu'on a un petit peu dit en termes d'économie. Et puis, on a vu, y compris l'été dernier, qu'il y avait certaines parcelles qui étaient bien vertes, alors que, normalement, elles n'auraient pas dû être vertes. Et donc, on voit qu'on a cette problématique un peu globale où, en fait, il faut qu'on gère globalement ce sujet. Donc, après, le côté réutilisation d'eau traitée. Alors là, on parle beaucoup en ce moment des stations d'épuration. Voilà, mais il y a ce qu'on appelle, on pourra réfléchir un petit peu plus large aussi, ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles. C'est-à-dire que pouvoir réutiliser l'eau des stations d'épuration, il y a les eaux de pluie, etc. Enfin, il y a tout un panel de choses qui peuvent être faites pour avoir des projets un petit peu plus importants que les quelques qu'on a aujourd'hui, ce qui est déjà bien aussi d'enclencher un petit peu cette façon de faire. Donc, on a cette problématique et on a rencontré des difficultés administratives. Donc l'idée, c'est comme, malgré ce que j'ai dit, on est d'accord aussi que quand on peut faire ces réutilisations, éviter de gaspiller, etc., on peut le faire. Et donc là, il y a un certain nombre de textes qui ne sont pas tout à fait arrivés au bout. Ils sont certains en cours de signature, d'autres voilà, en cours de... Donc pour changer la réglementation. Et notamment, alors je ne vais pas vous abreuver avec les numéros des articles, machin, etc. Toujours est-il, c'est juste pour vous donner un exemple de ce qui sera fait, c'est qu'il y aura des arrêtés ministériels, par exemple, et qui fixeront un certain nombre de règles. Vous aurez des valeurs qui seront dans ces arrêtés. Et tant que vous respecterez cet arrêté ministériel, on n'aura pas besoin de faire d'autres actes sur ce même sujet. Donc, on a par exemple sur la qualité de l'eau, le côté santé aussi. Donc, on a un certain nombre de choses qui vont évoluer pour qu'on facilite quand même un petit peu cette façon de procéder sur ces eaux usées. Mais encore une fois, et d'ailleurs ça a été mentionné dans la présentation précédente aussi, il faut aussi que économiquement ça tienne la route. On va le voir. Parce que de l'eau traitée, ça coûte cher. Et donc après, certains se sont dit, tiens, j'ai de l'eau traitée, impec, je vais aller arroser mon golf, etc. Ou les rues de la ville. Mais les gens commencent à se rendre compte aussi que tout ça, ça a aussi un coût. Et donc, voilà, qu'on ait le modèle qui fonctionne bien. Après, sur ces thématiques, on a dit effectivement qu'il y avait beaucoup de stations d'épuration en littoral, donc qui sont assez importantes. Et donc là, on est au bout du dispositif, au lieu de les balancer dans la mer, qu'on réutilise, etc. Par contre, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de steppes qui sont beaucoup plus dans les terres. Et il ne faut pas oublier non plus que quand on a des stations d'épuration, on a un rejet dans un cours d'eau qui a été calculé avec le fait qu'on soit sur des périodes assez relativement sèches. Et le fait qu'il y reste de l'eau dans ce cours d'eau, ça permet de caler toutes les activités qui sont le long du cours d'eau. Donc ça veut dire que, par exemple, la station d'épuration qui est à moitié du linéaire du cours d'eau,
on lui donnera des autorisations en fonction du débit qu'il y a dans le cours d'eau. Donc, à se dire que d'un côté, on va améliorer une chose, il faut qu'on fasse attention à ne pas dégrader par ailleurs et de créer ensuite des contraintes un petit peu plus fortes, ce qui, sur un industriel, une station d'épuration, etc., etc. Voilà. Donc, en tout cas, on est au côté État sur le fait d'accompagner cette démarche de réutilisation, mais avec un petit peu les warnings que je viens d'indiquer pour qu'on constitue des choses qui vont être durables après. Quelques prudences et garde-fous, qu'on va rappeler d'ailleurs tout à l'heure avec les exemples pratiques. Merci beaucoup Marie-Françoise Bazerque. Annick Mièvre pour l'Agence de l'eau, j'imagine qu'il y a un même discours de prudence aussi. Oui, alors évidemment, on porte la même politique avec l'ADREAL, donc on est en phase. Donc, pour rappeler peut-être que la question de la réutilisation des eaux usées traitées, elle avait déjà émergé en 2020 au niveau national dans le cadre des assises nationales de l'eau, alors qu'il y avait moins de retentissement à l'époque parce qu'on n'avait pas eu encore l'électrochoc de 2022. Mais on avait déjà un objectif d'augmentation d'un quart des projets de réutilisation des eaux usées traitées. Et c'est vrai que l'été 2022 donc, a conduit à une accélération de l'ambition. Je rappelle que le plan eau prévoit un objectif de 1000 projets à l'horizon 2027, donc ce qui est quand même très, très ambitieux aussi, il faut bien le dire. Et puis quand on aura les exemples concrets, on verra pour quelles raisons ça peut apparaître ambitieux. Néanmoins, rappeler que la réhute, alors c'est pas la solution miracle, vous l'avez dit en introduction, on insiste beaucoup là-dessus. On entend souvent, c'est inadmissible en France, moins de 1% des eaux usées traitées réutilisées, 90% en Israël. Aujourd'hui, heureusement, nous ne sommes pas encore dans la situation climatique d'Israël. Nous n'avons absolument pas du tout la même ressource en eau ni les mêmes besoins. Donc attention aux solutions miracles, effectivement. Moi, j'en profite pour rappeler que dans le domaine de l'eau, c'est un panel de solutions à mettre en place. C'est bien ce que rappelle le plan eau. C'est tous les axes sur la sobriété, la restauration des fonctionnalités naturelles de stockage des cours d'eau et des zones humides. C'est la lutte contre les pollutions, améliorer la qualité. Moins d'eau, ça fait moins de dilution dans les cours d'eau, plus de pollution, plus d'impact sur l'eau qu'on boit. Plus de traitement, plus de coûts. Donc, c'est un cercle vicieux à enrayer. Et donc, la réhute, c'est une des solutions parmi d'autres qui peut avoir l'avantage, effectivement, de moins prélever d'eau. Mais si vous prélevez de l'eau à un endroit et que vous la rejetez au même endroit, en réalité, ça n'a aucun intérêt pour le milieu naturel. Ça peut avoir un avantage, par contre, en termes de pollution, parce qu'effectivement, les eaux usées réutilisées sont du coup autant d'eau usée traitée, certes, mais pas intégralement, qui retourne dans un milieu. Donc il faut vraiment regarder au cas par cas d'où vient l'eau, où va l'eau, si on a un enjeu de qualité, si on a un enjeu de quantité. Moi, je vais paraphraser notre ministre de tutelle qui a dit lundi la réhute, c'est super, en bord de mer. Donc effectivement, on a un intérêt particulier dans notre région. Et ça a été bien illustré en plus par la SCP, en termes de volume également. On a intérêt particulier à travailler sur les stations qui rejettent de l'eau en mer. Je parle des stations d'épuration, pas des cours d'eau. Donc les stations d'épuration qui rejettent de l'eau en mer, effectivement, ça n'a aucun intérêt pour la mer. Et donc cette eau, elle a tout intérêt à être réutilisée si c'est économiquement possible, s'il y a un usage, etc. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Il y a un appel à manifestation d'intérêt national qui est lancé avec notamment le CEREMA pour faire sortir ces projets-là. Donc ça, oui, c'est très intéressant d'étudier ces projets. Par contre, quand on est sur l'Arc, effectivement, l'eau, elle vient du Verdon, elle retourne dans l'Arc qui n'a pas d'eau en été. Il n'y a aucun intérêt à faire de la réutilisation d'eau usée traitée sur le bassin versant de l'Arc. Voilà, c'est vraiment qu'on soit clair là-dessus. Par contre, je réinsiste, j'en profite, l'eau de la rivière qui arrive en mer a énormément d'intérêt. Donc, il ne faut pas se dire que cette eau qui passe de la rivière dans la mer n'a aucun intérêt. Elle a beaucoup d'intérêt, on le développera peut-être dans d'autres table ronde. Donc voilà notre positionnement. Donc nous, on accompagne ces projets depuis de nombreuses années aussi. On avait un appel à projet en 2016 à l'échelle régionale, à l'échelle bassin, mais à l'échelle régionale, on a pu aider 9 projets, donc beaucoup d'études et quelques travaux, dont certains sont aujourd'hui en phase opérationnelle. Je pense notamment à Cannes ou à Aliotis sur Nice, qui va rentrer en phase opérationnelle.
Et puis, on aide au cours de notre programme actuel, donc le 2019-2024, les études et les travaux en matière de réutilisation des eaux usées traitées, à 50% pour les collectivités, jusqu'à 60% pour les industriels. Voilà, donc on est aujourd'hui, depuis 2019, donc entre 2019 et 2023, on est à 16 dossiers aidés, donc beaucoup d'études encore. Mais on voit qu'il y a effectivement un engouement qui se crée sur la région sur ces sujets-là. Avec beaucoup de médiatisation ces derniers mois et années. On retient le cas par cas. Merci beaucoup Annick Mièvre. Bénédicte Martin, si vous êtes bien toujours avec nous du côté de la région, quelle est la position sur la Réhute, s'il vous plaît? Alors, la Réhute. Je vais être assez redondante avec les interventions précédentes, naturellement, vous vous en doutez. La Réhute fait partie de l'axe 6 du plan Or-Bleu de la région. C'est un sujet que le président Muselier a souhaité pousser pour favoriser l'émergence de projets. Néanmoins, comme l'ont dit nos interlocutrices de l'Adréal et de l'Agence de l'eau, l'idée est quand même d'avancer dans une démarche encadrée. D'où l'étude qui a été présentée par l'ASCP et Aix-Marseille Université, que nous avons financée, parce que tout n'est pas faisable en matière de Réhute, ça chacun l'a bien mesuré. On prend en compte, comme l'a dit Annick et comme l'a dit Marie-Françoise, on a un régime hydrologique méditerranéen de nos cours d'eau pour lesquels les rejets de stations d'épuration de bonne qualité sont essentiels pour soutenir le débit d'étiage notamment et la vie biologique. Donc ça, c'est des choses qu'on a évidemment naturellement à l'esprit et que cette étude permettra de cadrer les projets. Et effectivement, cette région a la chance d'avoir un littoral avec des stations littorales, puisque le gros de notre population vit sur les métropoles en bord de mer. Donc c'est un atout qu'il importe de valoriser. Je suis bien d'accord, on a un panier de solutions, mais en tout cas, profitons de l'émergence et du développement de la Réhute pour aller vers cette démarche de sobriété évoquée par les uns et les autres. La réalité, c'est qu'il y a des avancées réglementaires nationales. Marie-Françoise Bazergue en a parlé, qu'il y a un AMI national. Donc, on est bien quand même sur un sujet sur lequel on doit les uns et les autres se mobiliser tout en restant effectivement raisonnables. Donc, nous, on votera un cadre d'intervention financier à l'issue des avancées réglementaires, un cadre d'intervention financière pour être élaboré dans le courant de l'année 2024 pour accompagner ces projets portés par des communes ou des groupements de communes. Et d'ores et déjà, on soutient un projet qui a aussi valeur d'expérimentation parce que le but, c'est quand même d'avoir de la donnée aussi publique sur ce type de sujet, qui est porté par la communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles. Et ce projet doit tester pendant 3 ans l'arrosage d'oliviers et d'amandiers à partir d'eau réutilisée sur la station d'épuration intercommunale. Là encore, c'est une expérimentation et son grand apport, l'idée, c'est d'avoir de la donnée technique et méthodo pour encourager ce type de démarche. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel la région s'est engagée. C'est un sujet où on a des vraies marges de progression et de vrais atouts sur cette région. Donc, hors de question, évidemment, vous connaissez le volontarisme du président, de passer à côté. C'est un sujet que l'on aborde aussi avec méthode, études, cadre réglementaire, cadre technique, cadre financier. Merci beaucoup. Et en matière d'études, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, corrigez-moi peut-être, mais il me semble que la région finance à 80% l'étude que vous avez présentée tout à l'heure, SCP, AMU. Donc c'est aussi une autre manière de travailler sur le sujet. Merci beaucoup Bénédicte Martin. Et enfin à vous, Pierre Bouteau, du côté de la DDTM, pour clore ce tour de table institutionnel. Oui, merci. Alors effectivement, je vais présenter le point de vue de la DDTM des Alpes-Maritimes. Donc la DDTM, c'est la Direction départementale des territoires et de la mer. C'est le service instructeur, c'est-à-dire c'est celui qui autorise, qui définit les conditions d'utilisation des projets de Réhute. Alors les Alpes-Maritimes sont un département qu'on peut qualifier de pionnier en la matière, puisqu'on a pour la première fois au niveau national délivré les autorisations en 2023 pour ce qu'on appelle les nouveaux usages, c'est-à-dire les usages autres que l'irrigation des espaces verts. Alors, il y a 2 éléments de contexte que je souhaite rappeler tout d'abord pour expliquer pourquoi finalement cet engouement et ce développement en particulier dans les Alpes-Maritimes.
Alors le premier, c'est, ça a déjà été dit d'ailleurs, la sécheresse historique de 2022 et 2023, qui a été, je dirais, quand même particulièrement marquante dans les Alpes-Maritimes, parce que jusqu'à présent, il y avait cette idée que grâce à la géographie et aux massifs montagneux de l'arrière-pays, qui jouent le rôle de château d'eau naturel, finalement, on était préservé des situations de sécheresse. Eh bien, l'expérience a montré qu'en fait, non. Et donc, il y a eu une mobilisation de l'ensemble des acteurs, finalement, de l'eau, pour trouver les solutions pour faire face à ces sécheresses. Et parmi les solutions, la REOUT est apparue comme celle qui a eu, je dirais, le plus d'écho, en tout cas politique et médiatique. Et le deuxième élément de contexte, celui-là, c'est plutôt un élément géographique, c'est que les Alpes-Maritimes ont la particularité d'avoir une bande littorale très urbanisée. Et donc, on a au même endroit, finalement, l'offre et la demande, c'est-à-dire les stations d'épuration qui sont parfois de très grande taille, la plus grande faisant 650 000 équivalents habitants, et puis la demande, c'est-à-dire les usagers qui sont à proximité des stations et qui, du coup, sont intéressés pour utiliser l'eau traitée. Alors, pour aller un peu plus dans le détail des projets qu'on a eus sur notre territoire, on a actuellement 12 projets, ou on va dire pré-projets, qui ont été déposés à la DDTM, parmi lesquels 4 ont aujourd'hui été autorisés. Alors, les usages qui sont visés par ces projets, pour moitié à peu près, c'est les usages historiques, donc de l'irrigation d'espaces verts, et je mets dedans les golfs et les stades de sport, et pour moitié, c'est les usages un peu plus innovants. Alors, on a le lavage des voiries, dont on a parlé. On a aussi des usages un peu plus exploratoires, comme la production de neige de culture pour des stations de ski, ou encore le lavage des bateaux, la question a été posée tout à l'heure, voire même, tout récemment, la production d'enrobés pour la construction routière par des gestionnaires de voirie. Donc on voit que les usages commencent à se diversifier et on sort des usages un peu historiques qui étaient jusqu'à présent les principaux. Alors en termes de projet, ce qui nous est présenté, c'est souvent le même modèle, c'est-à-dire un traitement complémentaire sur la station d'épuration, en général des filtres UV, et derrière un stockage de l'eau dans la station qui ensuite est soit acheminé par une conduite directe jusqu'à l'usager à proximité, ça c'est les cas d'usage qui consomment, je dirais le plus de volume, soit l'usager vient avec par exemple un camion pour arroser pour laver les voiries, il vient à la station, il remplit son camion et il repart. C'est les deux types, je dirais, de modalités d'utilisation de l'eau après traitement. Alors en termes de volume, si on s'intéresse aux chiffres, les projets pour l'instant, ils correspondent à 500 000 m3 d'eau par an économisés, donc c'est considérable. En même temps, il faut le rapporter à la consommation totale du département, alors les prélèvements sont de 180 millions de mètres cubes, donc on voit qu'on n'est quand même pas dans des chiffres qui remettent en cause les grands équilibres du département. Et la majorité de ces 500 000 mètres cubes, c'est pour l'instant les projets d'espace vert. Les autres projets cumulés représentent à peine 100 000 mètres cubes. Alors, comment on explique du coup cet écart ? Il y a deux raisons à mon sens. Le premier, c'est une raison technique, c'est que justement les usagers verts sont ceux qui sont situés à proximité des stations et qui peuvent être alimentés par une conduite directe. Donc ça permet du coup d'alimenter avec des volumes beaucoup plus importants que les usagers du type lavage de voirie qui, eux, doivent, avec des systèmes de camions, venir se remplir à la station, puis repartir. Et donc, ils sont très limités en termes de volume utilisable. Mais ça peut être différent dans d'autres villes où il peut y avoir un réseau d'eau brute dédié, je dirais, en plus du réseau d'eau potable, auquel cas, on peut imaginer que la station l'eau usée traitée puisse être directement raccordée à ce réseau d'eau brute, et là, on peut avoir des volumes beaucoup plus importants. Et la deuxième raison, c'est une raison plutôt administrative, c'est effectivement les prescriptions sanitaires qu'on impose, et qui sont d'ailleurs parfois un point de crispation avec les collectivités, parce que certaines les jugent trop contraignantes. Pour donner quelques exemples de prescriptions sanitaires, aujourd'hui, le lavage des voiries avec de l'eau de REOUT, c'est limité uniquement entre 4 et 7 heures du matin, pour limiter le risque d'avoir un passant à proximité. Le lavage doit être interrompu dès qu'un passant passe à moins de 30 mètres. Alors, en pratique, c'est assez difficile, vous vous rendez bien compte, à apprécier et à appliquer en pratique. Et puis, des analyses doivent être menées très régulièrement pour mesurer les virus, les bactéries, les contaminants chimiques. Donc aujourd'hui, il y a ce volet, je dirais, sur les prescriptions sanitaires qui peut être parfois, en tout cas, jugé bloquant par les collectivités, mais qui est tout de même nécessaire pour garantir quand même la santé des concitoyens, qui est quand même la priorité. Un élément de coût, très rapidement, juste pour vous signaler, effectivement, on a parlé de la rentabilité. Les éléments qui nous sont apportés, c'est des coûts qui, dans certains cas, sont très compétitifs par rapport à l'eau potable, entre 30 et 50 centimes d'euros le mètre cube. Dans d'autres cas, on est à des valeurs de 10 euros le mètre cube. Alors là, évidemment, on est plus dans des logiques d'expérimentation. Voilà. D'un point de vue très pratique, si certains sont intéressés par le fait de déposer un dossier, qu'est-ce qu'il faut ? Quels sont les éléments importants pour déposer un bon dossier de projet ? Alors, ce qui est important, souvent, c'est d'avoir fait un test préalable in situ. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que les stations qui ont déjà pris une période préalable de 6 mois pour tester, pour roder leur processus de traitement, finalement, vont être beaucoup plus prêtes que les stations qui veulent tout de suite, je dirais, commercialiser ou mettre en œuvre leur production d'eau usée. D'ailleurs, ça me fait
Je réagis du coup sur la question des contrôles, effectivement, qui a été mentionnée, qui est très importante, parce que ce qu'on constate, c'est que les stations qui n'ont pas eu cette période de rodage, je dirais, sont plus fréquemment exposées à des dépassements des normes sanitaires qu'on leur impose. Donc évidemment, nous, la DDT, on est aussi en charge de faire les contrôles, et donc on ne s'en prive pas. Et on a pu constater d'ailleurs des dépassements des normes de rejet, ce qui est évidemment très problématique, à la fois pour la santé des citoyens, mais aussi par rapport à la problématique de l'acceptabilité sociale dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si il s'avérait que les projets finalement de réout dépassaient trop fréquemment les normes sanitaires, alors ça pose quand même question. Je parlais de la neige de culture tout à l'heure. Vous imaginez bien que les parents qui vont emmener leur enfant au ski n'ont pas envie que la neige de culture que leur enfant va manger ne respecte pas les qualités sanitaires. Possiblement toxique. Donc voilà, donc c'est très important d'être vigilant là-dessus. Et croyez bien qu'on l'est au niveau des DDT. Merci beaucoup pour ces précisions. On peut prendre quelques questions du public s'il y en a, et je suis certaine qu'il y en a. Alors, on va essayer de... Est-ce qu'il y a un micro qui peut venir? J'ai vu 2 personnes là, tout devant. Alors, s'il vous plaît, afin qu'on puisse tenter de répondre à chacun, merci de formuler des questions les plus courtes possibles. Bonjour, Laurent Poumara. Donc, je suis adjoint au responsable régional du département santé-environnement de l'ARS PACA. Voilà, donc on connaît bien le sujet et on a accompagné les projets. Juste quelques petites précisions. Alors forcément, nous, on est un peu le réceptacle de la schizophrénie sociétale sur l'acceptation sanitaire, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc forcément, on veut trop contraint, on empêche de faire des projets, et pas assez contraint, on ne protège pas la population. Il faut trouver le juste milieu. Ce qui vous a été présenté, effectivement, il y a un bon panorama de la situation. Alors pour rappel, quand on parle de REU, c'est que pour clarifier les choses, quand on parlait de REU jusqu'à présent, c'était que l'irrigation qui était autorisée depuis 2010, 2014, etc. Les choses se sont ouvertes et c'est une très bonne chose. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, c'est un sujet majeur. Il faut aller effectivement sur l'économie d'eau et la réutilisation des eaux usées dans certaines conditions. Donc juste un petit mot pour vous dire qu'effectivement, on a, avec la crise sur la sécheresse qu'on a connue, des usages autres qu'irrigation qui sont très contraignants, vous le verrez tout à l'heure avec les expérimentations qui sont entrées, effectivement, sont peu nombreuses parce que coûteuses, etc. Il faut ouvrir sur d'autres usages. Donc c'était effectivement le cadre qui a été ouvert en 2022, mais qui était mal cadré, hein, on va se dire les choses, c'est qu'effectivement les collectivités pouvaient poser des projets, et sur la partie sanitaire, en gros, ils devaient se débrouiller pour faire une évaluation de risque sanitaire. Et donc c'est très compliqué. Une évaluation de risque sanitaire, ça ne se fait pas sur un bout de comptoir, il faut des gens qui sont un peu compétents. Et effectivement, la nécessité pour les collectivités, alors certes de faire avancer les projets, et de se garantir et de se préserver d'un risque de contentieux, parce que M. Martin, qui est contaminé et qui a développé une pathologie, et nous on le voit toutes les semaines, eh ben, il demande de rendre des comptes devant le juge. Donc tout ça pour vous dire que d'un point de vue réglementaire, ça évolue. Alors c'est une bonne chose, le cadre s'est ouvert, des expérimentations sont faites, c'est une très bonne chose. On a vu un peu les failles, et ça elles ont été évoquées sur les difficultés, notamment des normes sanitaires. Ça a permis de faire remonter au niveau national les difficultés de cette réglementation. Ça a été évoqué par l'ADREAL, il y a un cadre réglementaire qui est en train d'évoluer. Donc notez-le bien, le nouveau cadre réglementaire qui doit sortir doit faciliter effectivement les projets, notamment ce cadre réglementaire, en l'appliquant, ce qui vous a été dit, en l'appliquant dans les conditions qui vont être définies, permettront aux collectivités, aux porteurs de projets de s'assurer qu'ils préservent la santé de la population. Donc c'est quand même quelque chose de très nouveau, enfin pas nouveau, mais dans la stratégie nationale qui est portée, c'est quand même quelque chose de très favorable. C'est qu'effectivement, ça va soulager les collectivités de procédures très lourdes, avec effectivement des expertises ensuite pour faire des choses. Et puis après, il y a la question effectivement du suivi sanitaire et analytique à mettre en place, qui aujourd'hui n'est pas forcément cadré sur tous les usages. Une fois qu'il est cadré, effectivement, vous savez quoi faire, vous mettez en œuvre et vous êtes sûr de protéger la population. Juste un petit bémol par contre, il faut être très attentif, c'est-à-dire qu'un usage, on parlait de la neige, hein, mais une qualité d'un usage instanté, la grande difficulté de la réutilisation des eaux usées, et les expérimentations l'ont montré, c'est de maintenir cette qualité dans le temps. Donc à un moment où vous mesurez, c'est bon, après c'est pas bon, et là vous risquez d'avoir une exposition avec des risques sanitaires. Voilà, c'était juste un petit... Et c'est important de le rappeler. Merci beaucoup à l'ARS quand même d'avoir dit un mot, parce qu'on parle souvent de l'ARS et de cette question sanitaire, donc c'était important aussi d'en parler. Il y avait un monsieur devant, une dame derrière, je crois. Allez-y. Et monsieur aussi de ce côté. On va essayer. Et monsieur Kédage, on va essayer d'y arriver rapidement. Bonjour, Olivier Hébrard, délégation interministérielle transformation publique et responsable de France Expérimentation. Je voulais aller dans le sens de l'intervention précédente et pour essayer de mettre un peu plus d'enthousiasme et d'appétence sur la REUT, parce que j'ai trouvé de la frilosité dans les interventions. Ça viendra, moins c'est pas du côté fini. DDT.
Cependant, je pense qu'on est effectivement face à quelque chose à grande potentialité, avec des usages multiples. Évidemment, il faut avoir de la prudence, il faut avoir de l'encadrement. La réglementation est en train de s'assouplir et c'est une très bonne chose dans différents champs. On passe plus d'une logique finalement d'autorisation à une logique de contrôle a posteriori. Je crois que c'est aussi positif, mais il faut avoir en tête qu'au niveau technique, il y a des choses assez formidables aujourd'hui qui permettent vraiment de pouvoir s'appuyer sur le côté traité. Il faut qu'on oublie un peu le côté usé et qu'on intègre le côté traité, et les traitements qui existent au niveau technique sont vraiment très puissants, extrêmement intéressants, et il y a des besoins. On a parlé de cette région ici, mais il y a d'autres problématiques ailleurs en France. En Bretagne, par exemple, une industrie agroalimentaire très développée, une consommation d'eau potable gigantesque pour des opérations de lavage, rinçage, avec la Réhute des capacités à pouvoir réduire fortement cette eau potable. Si on élargit la problématique de la Réhute, on la considère au sens large, on va dire, et on intègre ce qui est recyclage de l'eau, est-il normal qu'on alimente quasiment tous nos toilettes avec de l'eau potable? Voilà, donc il y a des marges de développement qui peuvent nous permettre d'économiser notre eau potable et qui peuvent nous permettre de s'appuyer sur ces technologies émergentes qui sont déjà très déployées dans d'autres pays. Vous avez cité Israël, mais Italie, Espagne, Belgique même font des choses vraiment considérables dans le domaine. Donc je pense qu'il faut évidemment avoir de la prudence, mais il faut vraiment se dire qu'on est face à quelque chose d'assez majeur et qui va être, je pense, assez impactant. Et il faut peut-être qu'on se donne les moyens plus d'expérimenter et de se saisir de cette opportunité en matière d'eau, en fait, d'économie de la ressource. Merci à vous. Et sachez que je vous invite à rester parce que dans la deuxième partie, il y a quand même des retours d'expérience, de choses qui marchent aussi. Donc on verra, tout n'est pas noir. Vous vouliez répondre, Madame Mièvre? Oui, j'ai senti une petite alpagation. Je sais pas comment dire, alpagation. Je me suis sentie interpellée. Voilà, merci. Que je sois bien claire, je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas faire de la Réhute. Et d'ailleurs, j'ai dit la Réhute, c'est super en bord de mer. Donc, il faut faire de la Réhute. Mais je voudrais aussi compléter mon propos par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour quels usages? Quand on est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le bord de mer et qu'on a en plein été des espaces verts, certes arrosés avec de la Réhute, mais pour avoir du gazon anglais au mois d'août, posons-nous d'abord la question de avons-nous besoin d'avoir du gazon anglais en bord de mer? Changeons les espèces, acceptons d'avoir des espèces locales qui sont tout aussi belles, et nous avons des territoires. Je cite souvent Saint-Tropez parce que je pense qu'en termes de marque de tourisme de luxe, c'est quand même un peu ce qu'on fait de mieux, si ce n'est dans la région, si ce n'est en France, au moins dans la région, voire dans le monde. Saint-Tropez s'est engagé dans cette direction-là, à changer ses espaces verts, et je ne pense pas que ça a pénalisé de quelconque façon son attractivité. Donc moi, c'est simplement ce que je dis, c'est d'abord la politique nationale, c'est bien économisons cette eau qui sera de moins en moins disponible. Laissons-en le plus possible au milieu naturel. Je vais dire un gros mot, mais on a les enjeux de biodiversité qui sont tout aussi importants pour l'avenir, non pas de la planète, mais de l'espèce humaine, à traiter également. Donc, il faut laisser plus d'eau dans les milieux naturels. Pour ça, il faut qu'on en consomme moins et qu'on re-questionne simplement nos usages sans remettre en cause notre qualité de vie, etc. On a beaucoup de solutions sans remettre en cause notre confort. Donc, c'était là vraiment le message. La Réhute est une des solutions parmi les autres. On l'accompagne, on la finance. Il n'y a aucune difficulté, mais ça ne doit pas être la solution miracle à tout. Et détourner des enjeux de sobriété que vous avez évoqués. Rapidement, s'il vous plaît. Je suis désolée. C'est de 2 secondes. Pour prendre l'exemple là d'utiliser l'eau des toilettes et pas avec de l'eau potable, oui, c'est une bonne idée, sauf qu'il faut avoir des doubles réseaux. Il y a encore quelques contraintes techniques. Il y avait Madame là-bas, très rapidement, s'il vous plaît, vraiment rapidement, parce qu'il y a encore un temps de questions tout à l'heure, donc vous inquiétez pas, on va essayer de donner la parole à tout le monde. Cécile Angelini, Association Eau pour tous. C'est très intéressant. On voudrait savoir, en fait, au niveau des communes rurales qui sont alimentées par fourrage, parce qu'il y en a encore beaucoup, est-ce qu'il y a des projets qui sont envisagés, notamment pour envisager une réutilisation des eaux, puisque souvent on a aussi des zones agricoles qui sont très importantes.
Alors, avec une problématique tout spécifique, est-ce qu'on a des questions sur vraiment ce point-là précis? Et pareil, madame, je vous invite à revenir demain matin. On a une table ronde sur la question de l'accès à l'eau, où vraiment cette question des forages, on va justement particulier, on va l'évoquer. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ce point-là, ou on n'a pas de réponse? Parfois aussi, on n'a pas de réponse. Non, oui, mais très rapidement. Enfin, dans le département des Alpes-Maritimes, en tout cas, les communes rurales sont dans le haut pays, donc pas à proximité de la mer, et donc c'est pas là qu'on encourage effectivement la réhoute, puisque l'eau en général est rare et on préfère la laisser dans le cours d'eau. Donc, ça alimente des cours d'eau et qui ont besoin de cet apport-là d'eau. C'est pas forcément les lieux où ça vous semble le plus pertinent. Une dernière intervention. Et après, je vous promets qu'on en reprendra d'autres tout à l'heure après les cas concrets. Monsieur, vous irez plus vite que moi. Et on prolongera tout à l'heure les débats parce qu'on prend beaucoup de retard et il y a encore un programme. François Gorieux, directeur départemental des territoires de Vaucluse. D'abord pour dire que dans le Vaucluse, il y a des projets en cours, juste pour corriger ce qui était écrit sur le PowerPoint, et notamment des projets de réutilisation par des industriels. Et ça me permet de pointer une chose, c'est que les stations d'épuration, c'est un débit à peu près continu, régulier sur l'année. Moi, je m'interroge sur la réhute des eaux pluviales. Toutes les collectivités ont investi dans des réseaux séparatifs, donc on traite les surfaces imperméabilisées. Je regrette qu'au moment où il pleuve, on rejette l'eau dans les cours d'eau, parce que ce n'est pas le moment où ils en ont besoin. Et pourquoi les exutoires, ce ne seraient pas des zones d'expansion de crues ou des bassins de rétention, où l'infiltration pourrait se faire beaucoup plus lentement et régulièrement. Le meilleur stockage qu'on ait aussi, c'est le sol. C'est les nappes. Enfin, je rebondis du coup sur ce qu'a dit Annick. Ça rejoint des enjeux de biodiversité aussi, puisqu'on peut avoir des milieux entretenus plus humides en tout cas qu'ailleurs. Et l'investissement est en grande partie déjà fait. Autre perspective de réflexion, de travail, c'est de la réhute, mais des eaux pluviales. Alors, ça vous fait du travail au niveau des recherches et de l'étude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ce point? Ou alors peut-être que nos échanges de la suite vont aussi vous apporter d'autres éléments. En tout cas, c'est une piste de réflexion. On reste là-dessus pour l'instant. Merci beaucoup à tous les trois et à Madame Martin pour ces prises de position institutionnelles. Nous allons donc, on vous le disait, désormais présenter plusieurs projets pilotes ou opérationnels dans le domaine de la réhute. Ce sera l'occasion de voir ce qui fonctionne bien et d'avoir des retours d'expérience. J'appelle donc sur scène Christophe Gerbier, directeur d'exploitation de la régie Hauts d'Azur. Merci d'être avec nous. Fabienne Tanchot, chargée de mission en agroécologie au Parc national de Port-Cros. Bienvenue à vous. Philippe Romita, chef du service réseau de la commune de Sainte-Maxime, avec Geneviève Petit-Joly, responsable de développement pour la transformation écologique au sein de la région Méditerranée chez Veolia. Bienvenue également. Franck Monté, responsable d'exploitation STEP au CIVOM du littoral des Maures. Et Thomas Onzon, directeur général des services techniques à la communauté d'agglomération Cannes, pays de l'Érins. Il y a des chaises pour tout le monde. On va commencer sans plus attendre. Merci à tous les 6. Avec vous, Christophe Gerbier, du côté de la régie Hauts d'Azur, pour parler d'un projet pilote. Chez vous, on est encore au stade de pilote, mené du côté de Nice. Expliquez-nous ça. Oui, donc sur la station d'Haliotis 2, qui sera terminée à l'horizon 2028, dont vous avez normalement une projection qui va venir, est prévu le recyclage en réhute de 5 millions de mètres cubes d'eau par an, ce qui représente, pour en parler tout à l'heure, une protection de la ressource au niveau de 7% d'une diminution de nos prélèvements sur la ressource, puisque c'est, vous allez le voir, sur l'eau brute qui est prélevée pour le réseau d'eau brute de la ville de Nice et de ses entourages que nous allons basculer le projet. Ah merci, pardon, je sais pas, que nous allons basculer ces eaux à la fin du projet. Donc très rapidement, vous avez déjà une projection, donc c'est quelque chose qui est déjà prévu dans le projet qui a été confié donc au groupement Suez, et vous avez ici le traitement qui est prévu pour ces 5 millions de mètres cubes par an. Donc c'est un projet qui intègre un traitement par membrane avec les désinfections, et tout ça pour répondre aux normes sanitaires pour les usages que je vais vous développer. Donc vous voyez que ce projet, c'est 5 millions de mètres cubes par an, c'est donc 600 mètres cubes heure,
c'est 80% d'élimination des micropolluants. Et c'est surtout l'idée de dire on va pouvoir utiliser le réseau d'eau brute qui prélève aujourd'hui 5 millions sur l'environnement pour pouvoir faire l'arrosage, le nettoyage des voiries. Et bien on va remplacer ces 5 millions prélevés sur le canal de la Vésubie par le REUT issu de la station d'Haliotis. Et donc pour pouvoir engager cela, ça a été dit, il a été fortement conseillé, et nous l'avons entendu, de dire qu'il faut passer par un projet pilote qui va permettre de faire tous les tests, qui va pouvoir permettre de confirmer que tout sur ce qu'on engage, eh bien, ça se réalise dans la réalité avant d'aller jusqu'aux 5 millions de mètres cubes. C'est pourquoi nous avons proposé de mettre en place, dès l'attribution du marché, un projet pilote de cette installation qui est à l'envergure du projet final, donc des 5 millions de mètres cubes, puisqu'on est déjà sur des volumes importants journaliers dans ce projet pilote qui vont permettre de faire les premiers essais. Et donc ce projet pilote, il a été mis en place le 4 juillet 2023 avec un accord qui permet de produire déjà 240 mètres cubes jour, soit 87 000 mètres cubes par an, pour une eau certifiée de classe A européenne, ce qui est le plus haut niveau d'exigence sanitaire aujourd'hui. Nous avons cette autorisation aujourd'hui déjà pour l'utilisation de cette eau sur les espaces verts de la station d'Haliotis. Je n'ai pas précisé que la station d'Haliotis va donc fonctionner tout au long des travaux qui vont amener à sa transformation de Haliotis en Haliotis 2. Et donc, déjà, nous pouvons aujourd'hui utiliser cette eau et nous sommes en cours pour les autres usages qui ont été dits. Donc, c'est pour les espaces verts du parc Phoenix, qui est juste en face de la station d'épuration. Et nous serons d'ailleurs les premiers cobayes, puisque nous avons nos bureaux sur ce parc Phoenix, donc on ne pourra pas nous accuser de ne pas être nous-mêmes exposés s'il y avait des risques. L'arrosage des espaces verts dédiés de la ville, isolés, et puis tout ce qui est nettoyage des chaussées via des camions citernes dans un premier temps pour les essais, mais après, puisque nous transférerons sur le réseau d'eau brute via les 5000 bouches d'arrosage d'eau brute que nous avons, enfin de lavage, et d'arrosage sur l'ensemble du périmètre de la métropole. Et puis enfin, pour l'hydrocurage des réseaux, on le sait aussi aujourd'hui, il peut y avoir besoin de beaucoup d'eau à certains moments quand il en manque pour assurer l'autocurage des réseaux. C'est bon, pardon, j'avais pensé qu'il y en avait encore une qui arrivait. Cette future usine REUT, le calendrier, elle est prévue pour quand ? La fin des travaux est prévue pour 2028, si tout va bien, mais comme tout projet qui est soumis à ces aléas. À quelques aléas de timing. Et ça serait une des plus grandes d'Europe, hein, si vous m'aviez dit lors de la préparation. Tout à fait, c'est la plus grande qui a annoncé en plus de grandes ambitions au niveau aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais de l'énergie, puisqu'elle produira plus d'énergie que n'en consomme tout le service d'eau et d'assainissement de la métropole, ce qui nous permettra d'être complètement autosuffisants. Et c'est bien de le préciser. Merci beaucoup Christophe Gerbier pour cette présentation. On va maintenant voir du côté des projets déjà opérationnels sur lesquels on a un peu plus de recul, et on va partir du côté du Var sur l'île de Porquerolles avec vous, Fabienne Tanchot. Ce projet, il est installé depuis plusieurs décennies, hein, je crois. Oui, il a 40 ans d'histoire en fait. Donc effectivement, c'est le parc qui est gestionnaire des lagunes qui sont en fait après la station d'épuration, donc l'eau sort aux normes de la station d'épuration et arrive ensuite dans 3 lagunes qui sont sur des terrains d'État, d'où le fait que ce soit le parc qui est gestionnaire des 1000 hectares sur les 1200 de l'île de Porquerolles, donc des 1000 hectares de la propriété d'État, qui est aussi gestionnaire de ces lagunes. Donc on est effectivement sur un domaine où nous on est plus gestionnaire d'espace, on va dire, que professionnel de l'assainissement. Donc on a de grandes composantes en plus sur l'île de Porquerolles. Bon, effectivement c'est un paysage magnifique, hein, avec une fréquentation énorme, surtout en juillet-août, où on a pu atteindre des 13 000 personnes journée. Bon, maintenant on est plus aux alentours de 6 000. Donc avec une arrivée d'eau qui se fait, je suis allée un peu vite, mais qui se fait par bateau jusqu'à maintenant, avec un patrimoine naturel conséquent. Donc là, il y a 2 espèces présentées. Donc on est Natura 2000,
On est aussi bien sûr cœur de parc. Et par ailleurs, sur la zone de Réhut, on est en périmètre de protection éloigné du captage. Donc c'est des aspects qui se rajoutent. Donc là-dessus, voilà le contexte. Donc depuis 40 ans, ce sont les vergers de conservation patrimoniale. En fait, c'est une collection d'oliviers préférentiellement. Il y a aussi des figuiers, il y a des amandiers qui sont irrigués par cette eau. Alors à l'époque, c'était effectivement pour éviter le rejet dans une calanque de l'eau et finalement de l'eau usée, traitée. C'est cette solution qui a été choisie de créer des lagunes puisqu'il n'y avait pas de rivière sur l'île. Donc les lagunes, de fil en aiguille, ont été ciblées pour effectivement permettre d'irriguer les collections qui se mettaient en place à côté. Donc voilà, c'est l'histoire qui a créé l'expérience. Et maintenant, on rentre dans les réglementations. Voilà, c'est plus à l'envers que par rapport aux autres projets, puisqu'on a eu les arrêtés de la DDTM il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, donc on se cale aux règles. Donc ça fait effectivement 20% du volume quand même qui est finalement valorisé de cette manière. Alors les collections d'oliviers, je tiens à le préciser, si on les irrigue, c'est pas parce qu'on veut faire de la production, c'est parce qu'il y a effectivement des variétés qui viennent de Rhône-Alpes, enfin voilà, donc de territoires où il pleut davantage. Donc c'est vrai que l'intérêt c'est de les maintenir en état, sinon avec les étés que nous connaissons, on en perdrait. Donc c'est vraiment ce volet préservation du capital génétique et en plus se greffe derrière des recherches avec l'INRAE, avec le CNRS qui testent justement l'adaptation des variétés au changement climatique avec apport d'eau, sans apport d'eau, enfin surtout qu'on a eu une calamité sur les oliviers dans le Var qui est importante avec des gros coups de chaud. Donc il y a des choses qui au niveau de la recherche qui se pratiquent, qui sont en lien aussi avec cette eau. Voilà. Donc un suivi important au niveau de la quantité. Donc voilà les collections. Voilà un petit peu le panel de diversité que l'on peut avoir. Bon, on en a 140, dont 70 qui sont des variétés vérifiées. Donc les 3 lagunes, vous les voyez, elles sont présentées. C'est environ 1 mois donc, pour le parcours sur l'ensemble des 3 lagunes. Elles se situent au sud de l'île. Donc dans la partie assez éloignée du village. Voilà les réseaux d'irrigation. Donc il y en a 2 parce que finalement on a aussi un réseau en nappe qui préexistait. Mais notre idée est quand même de plus en plus de pouvoir réutiliser justement l'eau des lagunes pour le maraîchage parce que la partie en bleu c'est plus le maraîchage et on n'est pas encore complètement stabilisé sur la qualité. Alors je vais y venir. Puisque, en fait, avant, c'était MTPM aussi qui avait la métropole, hein, qui gérait les lagunes. On a pris la main il n'y a pas longtemps, donc il y a eu un petit moment de flottement. Et c'est vrai que sur les qualités, on a eu un encombrement par les lentilles, par exemple, qui n'est pas une question, on va dire, qui est nouvelle. Hein. Donc on a dû intervenir de manière importante cet été. Voilà, donc nous, nos questions, c'est vraiment la vie des lagunes actuellement. C'est comment gérer les lentilles sans pour autant enlever toute la végétation autour parce qu'on veut garder un environnement naturel, avoir une avifaune. On est un site de migration important avec des études du coup ornithologiques dessus, quoi. On cumule beaucoup d'atouts, comme je dis, mais qui sont aussi des limites dans la gestion parce qu'on ne peut pas du coup avoir un faucardage. Donc enlever toute la végétation environnante, on ne le souhaite surtout pas. Et forcément, on aura les lentilles qui vont persister. Mais tant mieux, pourquoi pas. Mais simplement, il faut savoir les gérer pour que les UV naturels fassent le boulot. Voilà, on a... Là, dernièrement, je suis rentrée dans un réseau, ça peut être intéressant de le savoir, qui est le réseau de l'INRAE et l'EPNAC, qui est justement sur la Réhut aussi, mais qui est ouvert qu'aux établissements publics. Donc ça fait que c'est pas pour les collectivités, c'est un peu dommage. C'est vrai que nous, on est atypique, on n'est pas collectivité. Voilà, sur lequel se posent les mêmes questions, hein, les débits de réserve dans les cours d'eau, enfin voilà, toutes ces questions qui ont été en étiage, qui ont été évoquées ce matin. Nous, on est aussi plus sur la valorisation des sous-produits et là-dessus, on aimerait être accompagné. Par exemple, les lentilles, est-ce qu'on peut les composter ou pas? On va faire des essais.
On a commencé à les mettre avec un compost, des biodéchets, des restaurateurs. Parce que comme on est en cercle fermé du fait de l'insularité, ça nous pousse à encore plus aller vers des tests de recyclage, on va dire. Donc, on va voir, là, on attend les analyses. En plus, toutes les exploitants agricoles sont en bio, donc il faudrait qu'elles soient normées bio. Donc, voilà, les lentilles, les bouts de curage aussi, comment les valoriser. Pareil, sur des terrains en bio. Voilà, on est sur ces questions qui nous prennent du temps, qui sont très intéressantes et aussi qui coûtent de l'argent. Donc, on aura besoin à un moment d'être un peu soutenu aussi, malgré le fait qu'on soit établissement public. Donc là, c'est un peu la conclusion pour dire qu'on essaye de tout marier, et l'aspect écologique et l'aspect paysager du fait de la forte fréquentation, et aussi un aspect qu'on découvre progressivement, c'est qu'en fait, du fait notamment de la saison touristique qui s'étale de plus en plus, la surverse des lagunes en fait, file dans un petit vallon qui s'appelle la Garonne, c'est un peu marrant, mais bon, et qui, quelque part, recharge la nappe locale. Par le fait, cette année, la nappe est montée plus qu'à l'habitude, mais moi, mon analyse, bon, je n'ai pas d'études qui le prouvent pour l'instant, ça serait du fait de la fréquentation qui est régulière et étalée. Alors que d'habitude, on avait un pic de fréquentation et concentré sur... il y a une saison plus courte. Il y a 5 ou 10 ans. Et maintenant, on est sur une régularité qui permet peut-être plus une infiltration et une recharge de la nappe locale. Voilà, j'en ai fini. Merci à vous. Je suis désolée de vous mettre la pression. Merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, on a vu qu'il y avait du recul sur votre projet. On enchaîne rapidement avec la commune de Sainte-Maxime dans le Var, avec Monsieur Romita et Madame Petit-Joly. La parole est à vous. Oui, bonjour à tout le monde. Merci à tous. Alors, le Sainte-Maxime, c'est un projet qui est moins ancien que celui de Porquerolles, mais qui n'est pas tout jeune non plus. L'installation de production de réutilisation date de 2006. Est opérationnelle depuis 2006. Et sa genèse remonte à 2003. Il faut replacer ce projet dans le contexte de l'époque. À l'époque, l'alimentation en eau de la commune de Sainte-Maxime est assurée par deux pompages en nappe, un sur le Préconil, qui est le cours d'eau de la commune, et soutenu, parce qu'il est bien insuffisant pour alimenter la population estivale locale, par le pompage de l'Argent. Donc le syndicat intercommunal de l'Est varois nous fournit de l'eau à l'époque. Ce sont donc deux pompages dans des nappes qui sont tous les deux soumis à la remontée du biseau d'eau salée. Donc limité en période estivale, période où il n'échappera à personne que c'est là que nous avons la population très largement excédentaire. Et cet été 2003, il se trouve également que la fin du mois de juillet a vu deux incendies de forêt importants traverser la commune. Ils sont tous les deux venus en cœur de ville, vraiment en périphérie du centre historique de la ville. Donc ça a amené les agents du SDIS à utiliser très fortement les réserves d'eau potable de la commune pour protéger l'habitat. Et derrière arrive la pointe estivale du 1er au 15 août, période à laquelle cet été-là coïncide avec une canicule, puisqu'on atteint des températures dépassant les 40 degrés. Et la commune est en même temps liée, à côté de ça, contractuellement avec le golfe de la commune, pour lui fournir 280 000 m3 d'eau par an. Avec évidemment une pointe, là aussi en période estivale, puisque c'est là qu'il consomme le plus, compte tenu de la sécheresse. Ce qui fait la commune a été, cet été-là, à la limite de ne pas pouvoir fournir en eau sa population. Ce qui a provoqué un déclic et nous a amené à étudier à marche forcée un projet alternatif qui nous permette de donner de la marge de manœuvre en termes d'alimentation en eau. C'est ce qui explique la naissance de cette installation en 2006. Sa mise en service, c'était 3 ans après à peine. Alors concrètement aujourd'hui... Alors je vais passer la parole à ma voisine, Geneviève Petit-Joly, qui va rentrer un petit peu dans les détails techniques de l'installation. Merci.
Alors, juste avant, effectivement, c'était concomitant aussi avec un projet de mise en conformité de la station d'épuration. Et donc, le projet a mûri pendant cette phase de travaux et a permis de créer une unité supplémentaire. Et cette unité supplémentaire, en fait, elle oblige d'avoir un traitement, en fait, qui permette d'atteindre cette qualité A de l'eau qui va être réutilisée. Et à l'époque, donc, on a mis en œuvre un étage de filtration à lavage continu, ensuite une désinfection avec un réacteur UV et une chloration, puisque la distribution nécessite quelques kilomètres de canalisation. Et donc, on a une chloration complémentaire qui permet de maintenir la qualité jusqu'au point de livraison. Donc, sur ce projet, on a le point de livraison principal qui est le lac, la retenue collinaire du Golfe, et des citernes qui permettent d'alimenter le réseau d'arrosage d'une certaine partie des espaces verts de la commune. Donc cette filière, elle fonctionne de fin mars à octobre, voire un peu plus en fonction des conditions climatiques. Et en moyenne, on est sur 290 000 m3 d'eau traitée sur cette installation, et qui sont valorisés en irrigation sur principalement le Golfe et une partie des espaces verts de la commune. Globalement, ça correspond, t'es passé trop vite, à 12% en fait des besoins en eau potable de la commune sur la période estivale, et globalement 30% de l'eau traitée par la station d'épuration. C'est 30% qui sont recyclés. Un petit rappel du contexte réglementaire associé. Donc, dès le début, en fait, on a eu un arrêté préfectoral qui a été formalisé et qui a défini la qualité de l'eau qu'il fallait atteindre en sortie de cette unité de traitement. Et du fait de l'évolution réglementaire et de l'arrêté de 2010, on a un nouvel arrêté préfectoral qui nous a été proposé et qu'on a mis en application à compter de la saison estivale 2012. Donc là, on est sur les conditions que tout un ensemble connaisse aujourd'hui, puisqu'elles sont très proches de ce qui existe et de ce qui va être demandé dans les futurs arrêtés. Donc là, en fait, on a servi aussi de site témoin, puisqu'on en a profité pour faire des quantités d'analyses assez importantes pour justement voir dans quelle mesure on allait pouvoir traiter dans notre installation existante ces nouveaux paramètres à ces seuils qui étaient différents de ceux qu'on avait auparavant, avec des nouveaux paramètres qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait jamais analysés auparavant non plus. Donc on a profité de cette première année pour accumuler de l'information sur les données analytiques, et on a adapté aussi notre procédé, puisque dans ce nouvel arrêté, il y avait aussi des obligations en termes de gestion de la non-conformité de cette eau. On devait ne pas l'envoyer au point de livraison et pouvoir la recycler et donc la retourner en mer, et également d'atteindre des abattements sur les paramètres bactériologiques qui étaient beaucoup plus importants que ce qu'on avait auparavant en obligation. Donc, en termes d'évolution technique, je vais pas je vous résume très très expressément les 17 ans d'exploitation, mais globalement, voilà, c'est une unité qui a nécessité des optimisations permanentes depuis le départ. Dès la mise en route, il a fallu que ça fonctionne pour atteindre les premiers objectifs. Ensuite, il y a eu la mise en conformité dont je vous ai parlé. Et depuis, en fait, on essaye de s'améliorer en permanence pour limiter en fait les délais d'arrêt de la filière pour le nettoyage et garantir cette qualité d'eau au point de livraison. Très rapidement pour la suite. Une petite parenthèse juste pour nos utilisateurs. Donc, pour le Golfe, en fait, il y a un sujet effectivement d'accompagnement dès le départ qui a été mis en place pour tout le volet. On en a parlé dans les différents échanges précédents, mais on a effectivement accompagné le Golfe pour tout son suivi agronomique et les évolutions par rapport à sa retenue collinaire, puisqu'effectivement on a amené une eau beaucoup plus chargée qui a amené des proliférations qui n'existaient pas auparavant. Donc on a travaillé sur effectivement le type de gazon et le suivi agronomique en termes d'aération du sol et autres, pour qu'ils puissent s'adapter à cette nouvelle ressource, à cette nouvelle eau. Et depuis, finalement, c'est notre meilleur ambassadeur, puisque la commune, depuis 17 ans, a cet outil.
elle oublie un petit peu de le valoriser, puisqu'en fait, il est intégré dans son, dans son patrimoine et dans son quotidien. Et finalement, avec ce sujet qui ressurgit depuis quelques années, finalement, c'est le golf qui est le plus sollicité pour communiquer sur le sujet. Et régulièrement, effectivement, il est interpellé, il a des interviews et des demandes de retour d'expérience par différents médias. Et donc globalement aujourd'hui, il n'apporte plus d'engrais chimiques sur ces différents terrains, et il est totalement satisfait de cette ressource sur lesquelles on ne lui applique plus de restrictions d'usage. Et il est votre ambassadeur, comme vous le disiez. Merci beaucoup. On fera un petit tour de table extrêmement rapide tout à l'heure sur les coûts de tout ça. Je vais un tout petit mot, c'est pour conclure. Si à l'époque, effectivement, la commune était contrainte en alimentation en eau, c'est plus le cas aujourd'hui, puisque depuis 2018, c'est SCP qui alimente la commune en eau. Ceci étant, la commune n'a pas abandonné l'eau de Réhut, puisqu'on a cet outil où on a de la marge de production. On attaque l'année prochaine, on met en œuvre l'année prochaine une étude de potentiel de développement du Réhut sur la commune pour voir dans quel secteur on pourrait distribuer et utiliser plus largement cette production d'eau de réutilisation. Merci beaucoup. Donc des perspectives de développement. On continue notre tour de table avec vous, Franck Monté, du CIVOM Littoral des Morts. Bonjour. Ça va venir normalement. Si vous appuyez sur le vert, ça va passer à la suite et on va vous aider en régie. Voilà. Donc Franck Monté, responsable d'exploitation de la station d'épuration du CIVOM du Littoral des Morts, qui se trouve sur les communes de Cavalère et la Croix-Valmer, qui exploitait le système d'assainissement exploité en régie. Donc c'est une station d'épuration de 68 000 équivalents habitants, avec un rejet en mer par un émissaire. Un traitement de primaire, donc des huilages, des sablages et des grillages. Ensuite, on a un traitement physico-chimique et en 2006, on a ajouté pour une mise aux normes un traitement biologique. Et ensuite vient le traitement Réhut. Donc l'historique, la Réhut, pardon, je dis Réhut parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'a qu'à l'époque ça n'existait pas, Réhut. C'était en 2010, donc ce qui a déclenché l'étude de faisabilité du cabinet Merlin à l'époque, c'était l'inscription de communes de la Croix-Valmer à l'agenda 21, qui était dans une démarche environnementale. Donc cette première étude a été faite. Ensuite, en 2012, le CIVOM du Littoral des Morts a décidé de faire cette unité de traitement. Donc vous pouvez voir qu'il a fallu quand même 4 ans pour aboutir entre la naissance de l'idée et la réalisation du projet, la livraison. En 2016, on a monté un dossier pour avoir une demande d'autorisation de remplissage des hydrocureuses pour pouvoir s'en servir pour nettoyer les réseaux. Parce qu'on voyait bien que ça ne se développait pas et qu'il fallait essayer de trouver d'autres usages. Donc le descriptif de cette unité, tout simplement, on vient puiser dans le canal de sortie avant le rejet en mer nos besoins qui vont dans une bâche d'eau sale. Ensuite, on a un traitement de filtre à sable et une boucle UV qui tourne en permanence sur un stockage de 20 mètres cubes. Alors pourquoi ça tourne en permanence ? Parce qu'un UV peut démarrer que 6 fois par jour. Donc, si vous avez plus de 6 demandes dans la journée, votre unité, votre production, elle est out. Donc, en fait, elle tourne en permanence. Pourquoi j'en viens à vous dire ça ? Parce qu'un UV, c'est 10 000 heures de fonctionnement. Après, les lampes, il faut les changer. Et du coup, ça génère des coûts de production et de maintenance qui sont très importants et des consommations d'énergie. Ce qu'il faut savoir quand on se lance dans ce genre de projet. Donc voilà, alors le coût, donc c'est une unité qui peut produire 200 mètres cubes par jour. Le coût de la réalisation, on est à presque 500 000 €. Hein.
avec des subventions à l'époque à appel à projet de l'agence de l'eau qui avait été subventionné à 50% et la région à peu près à 30%. Ensuite, sur nos utilisations, donc on a une partie sur une commune où on fait de l'arrosage par irrigation sur une petite parcelle, où on a un retour d'expérience aussi parce que, comme disait Madame Petit-Joly, on a eu le temps de jouer depuis tout ce temps. Donc au début de l'arrosage, on avait fait des études de sol pour voir s'il y avait, 10 ans après, pour voir s'il y avait une pollution du sol. Donc là, on est arrivé l'année dernière au terme des 10 ans d'arrosage et on a refait l'étude de sol et on peut prouver qu'il n'y a aucune contamination du sol. Donc c'est déjà un point positif sur ce genre d'usage. Ensuite, on a donc le remplissage des hydrocureuses. Alors on a été confronté au problème de l'acceptation des agents. C'est-à-dire que les gens ne sont pas encore prêts et ne sont pas assez informés à manipuler cette eau traitée, même si on peut leur prouver qu'il n'y a aucun risque potentiel sur le moment. Donc ça fait partie aussi dans l'étude de prendre en compte parce que ça peut être une problématique. Et donc en usage interne, ça représente à peu près 60% de notre consommation d'eau potable sur la station pour lavage de centrifugeuses, rinçage de caniveaux et autres. Et l'objectif 2024 est d'approcher le 0% de consommation d'eau potable sur la station avec peut-être un rajout d'un système de chloration, histoire de pouvoir utiliser cette eau que nous exploitons pas beaucoup. Voilà, et ensuite sur la commune de Cavalère, un petit peu d'arrosage aussi, mais il faut prendre en considération que la plupart des terrains, des espaces publics qui sont arrosés, qui sont déjà arrosés, sont en aspersion, ont été créés en aspersion. Donc quand vous devez repasser tout en irrigation, parce qu'il y a des contraintes sur l'arrosage en aspersion, ça a un coût. Et les communes ne sont pas prêtes à passer le cap et à investir dans cette modification de système d'arrosage. Et vous insistiez lors de la préparation sur justement tout ça, qu'il faut prévoir, qu'il faut Voilà, anticiper, faire ouais, une grosse ouais. étude de marché et anticiper un peu tous les usages derrière. Voilà, je pense qu'il ne faut pas juste se dire on a un process, on sait faire les process, enfin, on sait sortir une eau de qualité. Il faut vraiment étudier tout derrière, les usages, l'acceptabilité, l'utilisation et tout ce qui va avec. Et les coûts, bien évidemment. Merci beaucoup pour ces recommandations. Thomas Onzon, nous finissons avec vous ce tour de table. Qu'est-ce qui a été mis en place du côté de l'agglomération de Cannes, Pays de les Reims? Bien, bonjour à tous. Donc, hop, là, je suis allé un peu trop vite, excusez-moi. Donc, à Cannes, on a commencé à parler reuse en 2016, et c'est là où on a lancé nos premières études, parce qu'on a une qualité d'eau sur la station d'épuration qui est relativement irréprochable. Je la présenterai sur la slide d'après. Et les premières études qu'on a faites ont justement porté sur quel schéma de déploiement des eaux usées traitées on va pouvoir faire. Et donc, on a 15 millions de mètres cubes par an disponibles. Que peut-on en faire? Et c'est l'image que vous avez en bas à gauche. On a défini 4 usages que l'on mettra en œuvre à court, moyen et long terme. À court terme, c'est l'irrigation du golfe Old Course qui est juste à côté de la station d'épuration et qu'on peut raccorder moyennant des tuyaux pas trop longs. Le deuxième usage, ça va être le déploiement d'un réseau d'eau brute de reuse sur l'ouest de Cannes et Mandelieu pour des usages urbains, donc arrosage de stade, lavage de voirie, de façon à ce qu'on n'ait pas le problème qui était évoqué tout à l'heure par la TTM, de devoir emmener nos laveuses, nos arroseuses juste à la station et qui donc font des hauts-le-pied extrêmement péjorants pour l'utilisation, d'autant qu'on ne peut le faire que de 4h à 7h du matin et on n'a pas le temps de faire que des allers-retours. Donc il faut qu'on puisse amener des bornes de puisage au plus tôt. Donc ça, c'est le deuxième cas d'usage. Le troisième cas d'usage qui sera plutôt à moyen terme, ça sera des usages agricoles dans la vallée de la Siagne, puisque le but du jeu, c'est ce qui est mis dans notre SCOT, c'est que la vallée de la Siagne soit agricole. Et si on veut assurer une présence agricole pérenne, il faut qu'on soit capable de leur garantir d'avoir de l'eau dans la durée, parce que si dans 15 ans, il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus d'agriculteurs et on pourra pas, ça ne sera pas
cohérent de vouloir rester agricole. Et le quatrième cas d'usage, ça sera du soutien d'étiage. Et là, je rejoins ce que disait l'Agence de l'eau tout à l'heure sur le fait qu'il faut aussi parler un peu ressources, milieux, biodiversité et ce genre de choses. Et donc, en quatrième cas, ça sera de remonter notre eau usée traitée plus haut dans la vallée au lieu de la réinjecter 1 km sous l'eau au large de Cannes, comme c'est le cas actuellement. Une fois qu'on a arrêté ce schéma-là, on a regardé les autorisations à obtenir. Il y a la réglementation de 2010 pour l'arrosage des golfs ou des stades. Ça, c'est entre guillemets du connu, était déjà mis en œuvre. Par contre, le maire voulait qu'on aille beaucoup plus loin. Il voulait laver les voiries aux eaux usées traitées parce que ça lui donnait des boutons d'imaginer qu'on utilise de l'eau potable pour laver le sol. Sauf que quand on a commencé à s'en parler en 2016, c'est des choses qui n'existaient pas d'un point de vue réglementaire. Et comme ça a été dit par l'ARS, c'est aux porteurs de projets de démontrer que dans ces nouveaux cas d'usage, il n'y a pas d'impact sanitaire sur l'usage en question. Et c'est ce que vous voyez sur les deux photos en bas. Et donc on a fait en 2019-2020 des études avec Ecofilae et l'INRAE, avec des subventions de l'Agence de l'eau pour pouvoir mener à bien ces études. On a quasiment 400 000 € d'études pour ce cas d'usage-là. On a mesuré en cas réel quand on lave des voiries avec de l'eau potable, puis en cas simulé sur la station d'épuration, on lave des rues qu'on a reconstituées soit à l'eau potable, soit à l'eau usée traitée, pour voir qu'est-ce qu'on retrouve dans les aérosols près de l'opérateur, qu'est-ce qu'on retrouve dans les aérosols un peu loin, pour si par hasard un piéton passe, et qu'est-ce qu'on retrouve dans les eaux de ruissellement. Et donc, on l'a fait en cas réel, rue d'Antibes, eau potable. Alors, comme on voit sur la photo, notre gars qui lave tous les matins, on l'avait casqué, habillé, masque, machin, il nous a pris pour des fous. Et ensuite, on a refait sur la station d'épuration une rue simulée avec un tronçon qui est plutôt marché. Donc, on a mis de façon à reproduire les choses, les mêmes genres de déchets de marché, donc tomates, feuilles de salade, des choses comme ça. Un tronçon qui était plus espace public, donc des feuilles, du terreau, des masques, puisqu'on était en période de Covid. Un tronçon qui était plus parking avec de l'huile moteur, et un tronçon qui était plus bar avec du soda, des mégots. Et donc on a lavé ça côté droit de la rue avec de l'eau potable, côté gauche avec de l'eau usée traitée. Et en fait, au final, on ne voit pas la différence entre le cas réel, le cas simulé eau potable, le cas simulé eau usée, parce que en fait, le sol est tellement sale que dès que l'eau touche le sol, que ça soit de l'eau potable ou de l'eau usée traitée catégorie A, donc traitement membranaire plus UV, on ne voit pas la différence. Le cas du milieu, on l'a fait sur des bennes à ordures ménagères. On n'a pas poursuivi parce qu'en fait, même en lavant la benne à l'eau potable, ce n'est pas vraiment satisfaisant en soi. Hein. Donc on n'a pas poursuivi. Et donc c'est sur la base de ça qu'on a pu déposer dans le cadre de la réglementation de mars 2022 un dossier d'autorisation. Et donc la DCTM nous a accordé en juin 2023 la première autorisation pour ce cas d'usage. La station d'épuration, je disais, elle est relativement irréprochable puisqu'en fait depuis 2010, quand elle a été reconstruite, outre le traitement aux membranes, il y a une unité d'eau industrielle avec affinage UV pour les besoins propres de la station. Donc la station consomme déjà 6 à 800 000 m3 par an d'eau usée traitée en interne, et donc qui ne sont pas pris sur le réseau d'eau potable et qui ne sont pas prélevés sur la ressource. Donc j'ai envie de dire, ces 800 000 m3, on n'en parle pas, mais s'il n'y avait pas ça, potentiellement, il faudrait qu'on aille les prendre dans la rivière et sur le réseau d'eau potable. Donc c'est bien aussi de rappeler ce genre d'économie. Et donc ce que nous avons fait, ça a été de créer une deuxième unité d'affinage d'eau usée traitée en parallèle de celle que l'exploitant de la station utilise, de façon à avoir 250 m3/h. Et comme on l'a dit dans le panel d'avant, il y a les horaires d'utilisation. Donc pour le lavage de voirie, c'est de 4h à 7h. Le golf, il arrose entre 2h et 4h du matin. C'est des horaires où il y a très peu d'eau usée, puisque tout le monde dort. Donc en fait, la première chose qu'il faut construire, c'est une grosse bâche de stockage pour qu'en fin d'après-midi, on la remplisse. Et à 2h du matin, on met l'affinage UV en route là-dessus pour injecter dans le réseau qui part au golf ou sur la borne de recharge de nos laveuses. Alors, on a tout un suivi réglementaire. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec la DCTM en termes d'analyse à faire toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. On note les rues où on nettoie, ce genre de choses. On a des règles assez strictes en termes d'impact du vent,
zone où on peut irriguer quand on le fait par aspersion. On n'a pas le droit d'être à moins de X mètres des limites. Donc nous, on a une trentaine de mètres. Donc tout ça, c'est des points qui sont à prendre en compte. Que vous pourrez retrouver encore une fois quand vous regarderez sur la chaîne YouTube de Cyclo. Vous pourrez prendre le temps de regarder toutes ces slides sur lesquelles malheureusement on doit passer un peu vite. Je passe. Et donc en termes d'investissement, puisque c'était une question qui était soulevée tout à l'heure, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est économiquement rationnel? On est à un peu moins de 1,2 million d'euros d'investissement pour l'unité de traitement complémentaire sur la station, le bassin de stockage, la canalisation qui permet d'alimenter le réseau d'eau brute du Golfe et nos bornes de distribution. Donc 1,2 million d'euros hors taxe d'investissement pour lesquels on a eu 50% de subvention de l'agence de l'eau, que je remercie, et 10% de notre département. Et en termes de fonctionnement, on a à peu près 100 000 euros par an de frais de fonctionnement. Moitié, c'est le fonctionnement de l'installation, et moitié, c'est le coût des analyses, comme c'était évoqué tout à l'heure par la DTTM, à prendre en compte. Et donc là, aujourd'hui, on va à peu près 150 000 mètres cubes à destination du Golfe, à peu près 50 000 mètres cubes par an à destination de nos usages de voirie. Quand on sera autorisé pour l'arrosage des terrains de sport et des espaces verts, on devrait avoir 50 000 mètres cubes de plus. Mais on voit qu'en termes de coûts, on tourne à 100 000 mètres cubes pour peut-être 200 000 mètres cubes à distribuer et l'amortissement à faire. Donc l'équation économique, elle est quand même un peu compliquée. Et on est en train de mener des réflexions sur la création d'un service public de REYOUT, savoir si c'est une sous-partie de l'assainissement, si c'est une partie à côté qui paye, puisque ça ne sera pas complètement équilibré. Donc voilà les réflexions où nous en sommes. Et donc peut-être que si on revient l'année prochaine, on fait de la com et on incite aussi en complément les économies d'eau. Et voilà les sujets, les questions. Mais la table ronde est terminée, mais les échanges sur le forum ne le sont pas. Donc on va pouvoir prendre... Alors vraiment, je vais être très embêtante parce que derrière, on a des trophées à remettre. Donc je cadre d'avance qu'on va prendre 2 questions. Donc essayez de convaincre l'hôtesse qui s'avance vers vous. Bonjour, Emmanuel Sureau, je suis responsable de développement chez Suez Eau France. Merci pour les témoignages sur les 2 projets que vous avez cités et pour lesquels on est effectivement très fiers. Je voulais juste alimenter la réflexion pour dire qu'on parle pas mal de REYOUT aujourd'hui, mais qu'on a aussi mis en œuvre déjà des réutilisations un peu plus différentes et peut-être aussi innovantes. Et notamment, c'est aussi le cas, et Madame en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le cas de réalimentation de nappes, qui sont aujourd'hui des solutions extrêmement performantes. Et alors, puisqu'il faut être concis, je vous encourage juste à taper Aquarenova dans Google et vous verrez, il y a tout un procédé que nous avons mis en place pour la commune de Hyères et où il y a eu pas mal effectivement de millions de mètres cubes d'eau potable qui étaient avant achetées et qui maintenant effectivement ont diminué par ces procédés de réalimentation de nappes, notamment pour les entrées de biseau salé et d'eau saumâtre. Voilà. C'était juste un exemple. Merci beaucoup, mais on a noté et ça fait encore un exemple à creuser pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup. Merci à vous. On a une question tout au fond, je crois, une dame qui lève la main et après on clôture cette séquence. Merci Monsieur Onzon, d'ailleurs, j'ai même pas pris le temps de vous remercier pour la présentation. À vous, Madame. Je vais être très rapide. Merci pour la qualité de tous les échanges. Donc, merci aux Varois qui nous représentent. Donc, moi, je suis DGS Tatiana Lambert à Trans-en-Provence. Je suis accompagnée de mon directeur des services techniques. J'ai simplement 2 questions et je profite que la DDTM DREAL soit aussi présent. Comment mettre en adéquation au niveau réglementaire la biocapacité de nos territoires par rapport à l'urbanisme? Donc ça, c'est la première question. Il y a un décret qui est apparu le 29 août où les ERP ne peuvent pas réutiliser l'eau de pluie pour les espaces verts. Donc, quid de cet arrêté? Et voilà, pour la défense incendie, surtout sur nos territoires dans le Var, comment pouvons-nous faire par rapport à l'urbanisation, l'aménagement du territoire? Merci beaucoup. Merci pour ces 2 questions. Est-ce que c'est la DDTM qui veut répondre? Est-ce que M. Bouteau est toujours là? Ah, il me fait signe que... Pourquoi pas? Merci à vous. Alors, très rapidement, parce que la question de l'aménagement du territoire est très vaste et dépasse largement la question de la REYOUT. Mais à mon sens, comment agir réglementairement? En fait, nous, je peux vous donner notre expérience dans les Alpes-Maritimes. Nous, c'est via... En fait, on demande aux porteurs de projets qui nous soumettent des PLU, des projets de PLU, de documents de planification, de nous démontrer l'adéquation entre les ouvertures à l'urbanisation et la disponibilité de la ressource en eau.
Voilà, c'est comme ça qu'on pose le sujet. Et donc après, on spécifie, on va dire, le cahier des charges de la démonstration, mais sur le principe, c'est ça qu'on leur demande. Et dans les éléments de la démonstration peuvent apparaître les projets de réout, mais comme un outil parmi beaucoup d'autres pour voilà, démontrer cette adéquation. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce que quelqu'un veut achever cette réponse, ou est-ce qu'on a fait pas le tour? Évidemment, on n'a pas fait le tour. L'ARS, une petite réponse très rapide à ces questions. Hein. Ah, madame, s'il vous plaît. Hop, l'ARS ici. Le monsieur, levez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Comme ça, on finit de répondre et on clôture. Très rapidement, sur la deuxième question, sur les possibilités de réutilisation des eaux pluviales et pour les incendies dans les ERP. Alors déjà, c'était la première question. Sur les ERP, oui. Aujourd'hui, c'est interdit. Les projets de texte qui vont sortir et ce qui nous a été présenté au niveau national ouvrent une porte. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'était impossible sur les ERP, et encore plus sur les ERP sensibles, enfance, maternelle, primaire, établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc il y aura des possibilités, parce qu'effectivement, on ne peut pas à la fois dire qu'il faut préserver des îlots d'espace vert et de fraîcheur et en même temps pas réutiliser les eaux. Donc voilà, on va attendre les tests qui sortent. On ne peut pas vous en dire plus, qu'on n'a pas plus d'infos. Mais il y aura une ouverture, donc il faudra suivre les tests qui vont sortir. Allez-y, si vous voulez finir de compléter. Juste pour compléter, pour réouvrir, comme l'a fait tout à l'heure les administrations, c'est de dire que le problème du reuse, ça peut pas être la seule solution pour l'eau, mais c'est pas non plus aussi de... Il faut maintenant considérer une station d'épuration comme quelque chose qui n'est plus là pour épurer, mais pour produire. C'est-à-dire qu'on va produire effectivement demain de l'eau traitée, on va produire de l'énergie, on va faire du recyclage de façon très large. Et donc l'histoire du reuse, ça s'intègre aussi là-dedans, parce que demain, on parlait de coûts. Sur une station qui maintenant est conçue pour pouvoir produire de l'énergie, le coût de l'énergie pour faire du reuse, eh ben, il n'est plus du tout le même que si sur une station, vous allez consommer de l'énergie que vous allez acheter. Tout ça fait que ça s'intègre aussi dans un sujet global de dire que maintenant, on ne va plus simplement faire du traitement sur une station d'épuration pour rejeter une eau conforme dans l'environnement, on va en faire des véritables centrales de recyclage au sens très large du terme, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour les boues, que ce soit pour les graisses, pour tout, pour en faire des vraies centrales de production. Et c'est une perspective absolument passionnante. Merci beaucoup à tous d'être intervenus et merci également aux institutionnels d'avoir enrichi ce débat. On voit bien que c'est un sujet passionnant qui va encore susciter. Vous allez continuer d'en parler en marge de ce forum. Nous approchons de la fin de cette séquence matinale. Merci à tous les intervenants depuis ce matin qui sont mobilisés. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer ces tables rondes très riches. Avant de nous quitter... merci à vous, je vous libère et je vous remercie. Avant de nous quitter, un dernier moment à partager. Nous avons le plaisir de remettre les trophées eau et biodiversité. Alors pour cela, j'invite Géraldine Paulet de la région et Annick Mièvre de l'Agence de l'eau à venir nous rejoindre sur scène. Il s'agit de la 3e édition de ces trophées qui sont décernés dans le cadre, je vous en prie, venez, dans le cadre des forums régionaux de l'eau qui ont lieu tous les 2 ans. Non, vous n'êtes pas Géraldine Paulet. D'accord, donc c'est vous qui remettez le prix finalement. Eh bien très bien, bienvenue, merci de nous rejoindre. Donc il s'agit de la 3e édition de ces trophées qui sont décernés dans le cadre des forums régionaux de l'eau qui ont lieu tous les 2 ans, on l'a dit. Ils récompensent des actions exemplaires portées par des collectivités de la région, des actions qui allient la gestion durable de la ressource en eau et la préservation de la biodiversité. Les lauréats, sans plus attendre, le parc naturel régional du Luberon pour son projet de préservation et de restauration d'un réseau de mares du bassin versant du Calavon. Donc nous accueillons Noël Trinquier, vice-présidente du parc naturel régional du Luberon, avec Magali qui se joint aussi, hein, on récupère les trophées, et Provence-Alpes Agglomération pour le projet de marathon de la biodiversité avec Sandrine Cossera, vice-présidente de Provence-Alpes Agglomération, déléguée à la transition écologique et citoyenne. C'est Annick Mièvre qui va vous remettre votre prix. Bravo à vous. Merci pour vos actions. On vous laisse la parole quelques instants, mais alors vous arrivez en bout du bout, on va être encore plus dur avec vous. Si vous voulez 1 minute pour... Voilà, dire un mot si vous le souhaitez sur votre projet très rapidement. Et bravo à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai d'être aujourd'hui avec vous. Vous remercier vraiment du fond du cœur. Le parc est très honoré. Et avant de vous dire quelques mots sur le programme, je souhaite remercier, alors j'ai marqué pour ne pas oublier, le jury qui a décidé de nous accorder ce trophée eau et biodiversité,
les partenaires financiers que sont l'Agence de l'eau et la région du Sud qui sont toujours présents et qui nous aident au parc, vraiment beaucoup, merci. Mais également la société Réseau de transport électrique et qui nous font confiance pour mener à bien ce programme. Les partenaires techniques que sont les conservatoires d'espaces naturels de Provence, Alpes, Côte d'Azur, Statipup et Fauna Studium, oui c'est ça, qui nous accompagnent dans l'animation et l'encadrement scientifique de l'opération. Les bénévoles, stagiaires et services civiques pour leur implication, notamment dans le suivi écologique du crapaud à couteau, qui est l'espèce parapluie de ce programme où toutes les actions menées en sa faveur bénéficieront à tout un cortège d'espèces. Et je ne voudrais pas oublier, bien entendu, Magali Jameux et Jérôme Brichard qui ont mené ce programme, hein, bien entendu. Et je les remercie pour leurs compétences, pour leur passion, parce qu'ils sont animés par une passion importante et ils font briller notre parc. Donc je tiens à remercier l'ensemble aussi des agents. Et bravo à eux aussi. Et il en faut pour faire bouger les choses. Merci beaucoup. Alors juste, je m'excuse, hein, j'ai le temps. Ah c'est ben, trop juste. Allez-y. Ouais, voilà, on va le prendre pour vous. Je pense que c'est bien, mais c'est important de vous parler quand même de ce programme. Donc une fois de plus, je vous remercie. C'est un immense honneur pour nous que de recevoir cette gratification récompensant un travail de longue haleine démarré en 2019 avec une étude préalable qui a permis de définir une stratégie et un programme d'action en faveur des mares du Valais de Calavon. Donc ce territoire, il est riche de plus de 350 zones humides, dont 3/4 d'entre elles sont des zones humides ponctuelles de type mare. Elles constituent de petites oasis de vie dans l'environnement sec du Luberon, bien souvent méconnues et malmenées, bénéficiant rarement de mesures de protection ou de gestion. Elles nous rendent pourtant un service en participant à la régulation du cycle de l'eau, ralentissement du ruissellement, stockage de la ressource, filtration de flux de matière. Elle regorge d'une grande richesse biologique avec notamment la présence du crapaud à couteau que je vous ai parlé tout à l'heure. Et le parc du Luberon a donc une forte responsabilité en matière de conservation de cette espèce patrimoniale reconnue comme une espèce prioritaire pour l'action publique en France. Donc l'étude de hiérarchisation et la priorisation d'actions sur les mares nous conduit aujourd'hui à engager une première tranche d'opération sur la période 2022-2024 portant, je me dépêche, hein, j'essaye d'aller vite, mais portant sur l'animation à destination des élus scolaires et propriétaires de mares afin de les sensibiliser aux enjeux de ces petites zones humides. Des travaux de restauration ou de création de mares afin de préserver et de renforcer les populations de bélobades cultripèdes, c'est nos petits crapauds, hein, qui sont crapauds parapluies, et des suivis et l'amélioration de connaissances sur l'espace et son habitat. Donc pour conclure, assez rapidement, je pense que les techniques et les méthodologies appliquées dans le cadre de ce programme d'études et de travaux mériteraient de s'inscrire au sein d'un plan régional d'action en faveur de la conservation de ce petit crapaud fortement. Je vous remercie. Et l'appel est lancé. Merci à vous. Sandrine Cossera pour P2A Provence-Alpes Agglomération, le marathon de la biodiversité. Bravo aussi à vous. Pardon, et si vous voulez dire un mot, vous avez également un petit instant. Et une photo, bien sûr. Alors, la photo avant le discours. Merci, monsieur le photographe. À vous. Merci beaucoup. Donc, à mon tour, donc pour donc le Provence-Alpes Agglomération, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Hein, c'est l'agglomération qui est autour de Digne-les-Bains. Donc, nous sommes un territoire engagé pour la nature. Très engagé. Donc, on a d'ailleurs pris une déclaration d'état d'urgence climatique en tout début de mandat. Et on a embrayé avec notre plan climat air énergie. On est territoire pilote de l'ADEME sur le contrat d'objectifs de territoire qui nous permet d'évaluer nos avancées sur la transition à travers les référentiels que sont climat air énergie et économie circulaire. Donc, on œuvre sur un grand nombre de domaines. Mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui caractérise notre territoire. Bon, déjà, on est un territoire avec une très forte biodiversité qu'il s'agit d'apprécier, de maintenir, voire de développer. Donc, on a un volet adaptation au changement climatique particulièrement développé sur notre territoire. Donc, c'est un des axes forts de notre plan climat.
Et sur ce sujet-là, donc on a voulu, quand il y a eu l'appel à projet sur le marathon de la biodiversité, alors non pas courir un marathon parce que c'était quand même mettre la barre un peu haut. Alors marathon parce que normalement 42 km de haies et 42 mares. Bon, on a choisi un semi-marathon. Un quart marathon. Parce que bon, il ne s'agit pas non plus de se lancer dans quelque chose qui ne soit pas atteignable. Hein. Ce n'est pas si simple. Voilà, on est sur un sujet qui n'est pas si simple. Donc notre sujet là, c'est de créer 10 km de haies et 10 mares sur ce qu'on appelle la création finalement de trames turquoises. Hein. On a parlé beaucoup d'eau, on a parlé de la sobriété, de la réutilisation. Donc là, l'idée, c'est aussi de le préserver là où elle existe déjà. Donc nous, dans nos plaines agricoles. Et donc pour ça, on a un certain nombre de partenaires que je tiens à remercier dans cette démarche. Ce sont le CENPACA, la SAFER, le GR-CIVAM, Agrouf, la Chambre d'agriculture, bien sûr l'AGLO qui pilote, qui est maître d'ouvrage de l'opération. Et puis, donc, dans le cadre d'appel à projet, où on a demandé à la fois, alors ceux qui ont répondu, ce sont essentiellement des collectivités et des acteurs agricoles, acteurs touristiques aussi. Tiens, lycée de Carmejane. Donc voilà, un certain nombre d'acteurs ont dit nous, ça nous intéresse de pouvoir participer. C'est pas simple, c'est un processus long. Il faut analyser. Bien sûr, on veut mettre des essences qui soient adaptées. On les étudie. Il faut les faire préparer. Et c'est pas simple non plus parce que c'est des grandes quantités. Voilà. Donc tous les acteurs sont motivés. On a fait un premier appel à projet qui fait que là actuellement on plante. D'ailleurs, on a une conférence de presse sur une plantation la semaine prochaine. Donc on a déjà en cours la moitié du projet marathonien. Et là, on a lancé un deuxième appel à projet. Et Nicolas me disait ce matin. Donc Nicolas, bien sûr, c'est lui qui fait que Nicolas Morel, qui fait que ce projet existe concrètement. Et il m'a annoncé que le deuxième appel à projet qui se clôture fin de semaine prochaine, on avait déjà les candidats pour tenir ce projet. Voilà. Je suis ravie que vous nous ayez récompensés pour cette initiative parce que la priorité de cette initiative, évidemment, quand on sait le nombre de kilomètres de haies qui sont supprimés, et qu'on sait aussi le nombre de mares qui disparaissent, ça peut paraître extrêmement symbolique, mais les symboles sont importants et l'intérêt de ce programme, c'est d'en parler. Voilà. À travers ce programme, on en parle et on sensibilise et on fait en sorte qu'on ne détruise pas un grand nombre de kilomètres de haies. Et ça fait partie de grands ensembles d'actions qui apporteront des solutions. Merci encore, bravo à vous. Je sais que vous avez faim. Alors, je vous informe qu'il y a un espace de restauration sur le salon Cyclo, donc juste en dessous. Vous voyez, les sorties sont juste là, sur votre gauche et sur ma droite. Il y a aussi un stand de la région à l'entrée du salon où vous pouvez prolonger les échanges. Vous retrouvez ces conférences sur la chaîne YouTube de Cyclo. Prochaine table ronde à 14h à l'espace conférence en bas, tout au fond à droite, sur les innovations en matière de gestion de l'eau potable. Il y a plein d'autres rendez-vous. Il y a le programme qui est tout en haut des écrans. Je vous laisse le regarder. Merci beaucoup et bonne journée à vous. 3, 2, 1.